À Paris, au 22 avenue Foch, il y a le centre névralgique d'un système de prédation, celui de Jeffrey Epstein. C'est là-bas qu'il établit en 2001 l'une de ses principales demeures dans le monde, un duplex de 783 mètres carrés dans un hôtel particulier. À l'intérieur, un décor hyper sexualisé, des photos de femmes dénudées sans visage, de Jeffrey Epstein et Trump, et même un éléphanteau empaillé. Mais alors, que se passe-t-il dans l'appartement parisien de Jeffrey Epstein pendant toutes ces années ? Pour quelles raisons l'Américain vient-il si fréquemment tisser sa toile à Paris ? Pour répondre à ces questions, 3 de nos journalistes du service enquête, Laurent Léger, Adrien Franck et Julien Gester, ont eu accès au rapport de perquisition en 2019 de l'appartement parisien de Jeffrey Epstein. Alors aujourd'hui, on vous dévoile tous les secrets du 22 avenue Foch en compagnie du journaliste au service enquête Laurent Léger et de Julien Gester, ancien correspondant aux États-Unis et également journaliste au service enquête. Moi, je m'appelle Corentin Courtois et vous regardez le Libescope. Au fil de cette enquête, c'est quoi le truc qui vous a le plus marqué dans la vie parisienne de Jeffrey Epstein ? Peut-être Laurent pour commencer. Il y a des tas de tout était hors du commun dans la vie d'Epstein en France. À la fois l'hypersexualisation des murs de cet appartement incroyable. Ça, c'est du jamais vu. Moi, j'ai jamais visité un appartement. J'ai jamais entendu parler d'un tel appartement. J'ai jamais lu dans des dossiers d'instruction judiciaire le fait d'exposer comme ça sur 783 mètres carrés des photos de femmes quasi nues, toutes jeunes, probablement parfois mineures, on ne sait pas exactement, mais bon, ça c'est déjà énorme, j'ai jamais vu ça. Et deuxièmement, pour un Américain qui a été condamné aux États-Unis pour avoir abusé et sollicité des filles mineures, qu'elles soient prostituées ou pas, c'était des mineurs. Le fait d'être aussi introduit dans la société, dans la haute société française, dans les réseaux politiques, économiques, les réseaux de parisiens. La France, c'est un pays de réseaux et on voit que Jeffrey Epstein avait infiltré quasiment tous les réseaux. De ton côté, Julien, l'élément qui t'a le plus marqué ? Je rejoins un peu Laurent sur ce qu'il vient de dire, en fait. Ce qui est troublant, c'est quand... il faut toujours refaire la chronologie avec Epstein. Rappeler que il y a une première victime qui se déclare aux forces de l'ordre en 96, mais que ça ne produit rien. Qu'en 2008, donc il y a un accord de plaidé coupable qui est passé avec la justice fédérale américaine, qui est un accord qui très très clément, qui lui permet de purger une peine minimale et puis de reprendre sa vie, enfin d'ailleurs de poursuivre sa vie même pendant qu'il purge sa peine. Et puis c'est seulement 10 ans plus tard qu'il est véritablement rattrapé par la justice et que le grand public mesure l'étendue de ces crimes supposés. Mais pour autant, ce qu'on constate, c'est que dès 2012, par exemple, c'est une des choses qu'on a, parmi les correspondances qu'on a examinées parmi les documents qui ont été révélés par la justice américaine ces dernières semaines, il y a un moment où justement dans cette logique de pénétration des réseaux français, européens, etc., Epstein, avec sa nouvelle amie Caroline Lang, souhaite rentrer au Cercle Interallié, qui est un lieu de pouvoir et d'influence parisien. Et ils veulent profiter de la piscine, apparemment, qui a l'air d'être enviable. Et il a des échanges avec notamment un avocat qui le conseille là-dessus et qui lui dit le problème du cercle, c'est d'une part que les langues ne vous serviront à rien, parce qu'elles seront plus utiles pour vous pour rentrer à la FIAC, mais surtout qu'ils vont faire une recherche... Plus utile pour rentrer à la FIAC, dans le sens où les personnalités qu'ils pourraient rencontrer à ce lieu-là, c'est plus genre des trucs du monde de la culture, quoi. Voilà, oui, enfin, c'est surtout qu'en l'occurrence, ils sont plus utiles pour d'autres réseaux que là, c'est des personnalités qui sont... il parle de la famille Lang, qui est identifiée comme socialiste, qui n'est pas forcément la couleur politique qui domine au cercle, mais que de ce cercle va surtout, c'était mon point, va faire une recherche Google. Ce qui dit bien qu'en 2012, déjà, il suffit de faire une recherche Google, au fond, pour savoir un peu à qui on a affaire avec Epstein. Et ce qui est fou, c'est que jusque très tard, et c'est ça peut-être pour moi qui est le plus frappant, en fait, Epstein continue de vivre cette vie à Paris. Et ce qu'on a raconté un peu dans notre enquête à tous les trois, avec Laurent et avec Adrien Franck, c'est comment jusqu'aux dernières semaines, finalement, la grande cavale qui dure une vie pour Epstein quasiment se termine à Paris, puisqu'il est arrêté finalement par les fédéraux américains au saut de l'avion qui le ramène à New York en juillet 2019. Et
Et pendant ces dernières semaines, il continue à mener à plein cette existence mondaine, cette existence où il fait fructifier des réseaux, à la fois avec des figures politiques, culturelles, etc. Et ce qu'il faut mesurer qu'à ce moment-là, ça fait 1 an pour le coup que au moins le bruit médiatique a rattrapé Epstein. Il y a eu une enquête du Miami Herald qui est sortie l'année précédente, qui raconte que l'accord de plaider coupable qui avait été passé était d'une complaisance totale, qu'il avait passé sous silence la voix de dizaines de victimes mineures en 2008, et que par ailleurs, on pouvait désormais mesurer l'ampleur quand même du réseau de prédation, de l'entreprise de prédation d'Epstein. Et donc ce bruit-là, aux États-Unis, il devient assourdissant autour d'Epstein, mais ça n'empêche pas à ce moment-là qu'il continue de mener son existence parisienne et de recevoir, par exemple, Caroline Lang dans son appartement parisien seulement quelques semaines avant son arrestation. Ça résonne avec une première remarque dans le chat, quelqu'un qui se demande, Vida 77380, qui se demande comment se fait-il que tout ça soit passé inaperçu. C'est énorme, vraiment trop énorme. C'est l'une des questions que je veux vous poser pendant cette discussion. Epstein noue beaucoup de relations en France. Lesquelles sont-elles? Et est-ce que ces relations-là sont vraiment au courant ou pas de tout ce qu'il a pu faire, de cette condamnation en 2008? Tu le disais tout à l'heure, suffisait d'une recherche Google pour comprendre qui était Jeffrey Epstein. Comment ça s'est passé? Bien sûr, et je pense que en réalité, quand on veut pas voir, on veut pas voir. Tous ces gens-là ne pouvaient pas ignorer que la presse américaine bruissait de tous les crimes supposés d'Epstein à l'époque, que l'enquête avait été rouverte, que des femmes, des filles se plaignaient. Donc, ils voulaient pas voir, mais c'est ça qui est très incroyable et très extrêmement surprenant et extrêmement décevant, c'est de voir que toute cette société parisienne, faite de gens connus, riches, qui évoluent dans des milieux souvent cultivés, pas toujours, mais souvent cultivés, qui sont des gens qui réfléchissent, en fait ne voulaient pas voir qu'on pouvait reprocher à Epstein. Et ça, c'est vraiment terrible, finalement, quelque part. Merci beaucoup de regarder cette vidéo, j'espère qu'elle vous plaît. Si c'est le cas, abonnez-vous à la chaîne YouTube de Libération. On publie des entretiens comme ça chaque semaine. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Twitch pour participer à ces discussions en direct. Mais désormais, vous pouvez même nous écouter en podcast. Et d'ici là, je vous souhaite un bon visionnage. Vous l'expliquez dans votre enquête, la France, pour Jeffrey Epstein, c'est une destination qui est privilégié. Depuis 1995, vous racontez qu'il a fait 170 trajets en jet privé à destination de la France. Concrètement, qu'est-ce qui l'attire dans ce pays? Qu'est-ce qu'il vient y faire? Qu'est-ce qu'il cherche au cours de ces 20 ans quasiment à la capitale? Qu'est-ce qu'il va chercher? Il va chercher beaucoup de choses. Je pense que c'est un endroit où tisser sa toile hors des États-Unis. C'est un endroit aussi probablement... donc il acquiert cet appartement dont on parle, le 22 avenue Foch, le vaste duplex, en 2001. Ses séjours s'intensifient quand même au cours de la décennie suivante, possiblement à mesure qu'il est justement à ce moment-là un peu inquiété quand même par la justice américaine, même si, on l'a dit, ça accouchera un peu d'une souris, mais il sera... quand même, son image sera écornée quand même pendant des années. Donc, est-ce qu'il cherche à construire une nouvelle respectabilité là où son nom justement est moins identifié à ce type d'affaires quand à la fin autour de 2008-2009, il cherche à acquérir de l'immobilier de prestige en France. Donc il y a le domaine de Guermantes dont le nom est attaché pour toujours à l'œuvre de Marcel Proust qui s'en est inspiré dans La recherche du temps perdu. Ensuite, c'est l'hôtel Saint-Lambert à Paris. L'hôtel Lambert. L'hôtel Lambert, pardon, à Paris, qui est aujourd'hui devenu une propriété de Xavier Niel, qui est vraiment au cœur du Paris le plus muséal, le plus coté. Donc, on lui propose énormément de propriétés immobilières. Ça rejoint un peu ce que disait Laurent aussi. Les gens qui ne voulaient pas voir voyaient surtout peut-être ses moyens financiers, sa générosité, la prodigalité avec laquelle il venait financer des projets, des documentaires, participer à toutes sortes donner son appui à des transactions, ou en tout cas faire miroiter qu'il pourrait dépenser sa fortune qui était évaluée à la fin de sa vie à plusieurs centaines de millions de dollars au bénéfice de tel investisseur, de tel promoteur immobilier, etc. Et puis, en France, il vient chercher aussi, voilà, il est plus proche de tout un tas d'endroits du monde où il va croiser des diplomates, il va croiser des responsables étatiques, notamment de pays du Golfe.
Et dans le cadre de la poursuite en fait de nos investigations, j'ai échangé hier avec quelqu'un qui a été une victime d'un complice, on pourrait dire, d'Epstein, et à qui je posais justement cette question de ce qu'elle imaginait pour avoir elle-même une relation pour le coup consentie avec Epstein, et s'il était venu chercher à Paris. Et elle me disait, il faut mesurer quand même que ces gens, qui étaient de grands prédateurs, ont vu à un moment donné l'espace est-européen s'ouvrir dans les années 90, et pour eux, c'était comme une extension de leur terrain de chasse. Et Paris, à ce moment-là, on l'évoquera dans les articles à venir, était aussi une plaque tournante de tout un commerce, un négoce, littéralement, de mannequins, mais aussi simplement de jeunes filles qui étaient évidemment convoitées par ces grands prédateurs. C'est ce que vient de dire Scaro dans le chat. Paris est le centre névralgique des agences de mannequinat. J'ai eu une autre question, quelqu'un qui se demande est-ce qu'on sait un peu quelle personnalité il reçoit dans son appartement de 700 mètres carrés, à part Caroline Lang, on en a déjà parlé, est-ce qu'il reçoit d'autres personnalités dans cet appartement? La personne précise au mur très hyper sexualisé, ça raconte quelque chose. On sait ou pas ces personnalités-là? Oui, on a un certain nombre d'idées, on ne sait pas exactement l'intégralité des gens qui ont visité cet endroit, mais bon, par exemple, il y a la mannequin Naomi Campbell, effectivement, qui est venue là-bas, Caroline Lang, des conseillers ministériels, des financiers, Je crois qu'à un moment, il reçoit le président d'un pays d'Asie, mais en fait, on a consulté tellement de documents que l'info à laquelle je pense, elle concerne plutôt l'appartement, la maison de New York, le président de Mongolie. Je crois qu'il a des rapports à un moment à la fin des années 2000 avec le président de Mongolie, et il le reçoit à New York. À Paris, je crois que beaucoup de gens ils sont allés, ils faisaient des grands dîners. On raconte que Doris Brunner, qui est une des figures de la maison Dior, une grande amie de la famille Arnault, LVMH, va prendre le thé là-bas parce qu'il veut lui confier des travaux de décoration de son duplex. Il y a des tas de gens, en fait. Tout le monde allait pour un oui, pour un non. Ça ne fait pas d'eux, pour autant, des complices de crimes sexuels, évidemment, il faut faire attention. Mais en tout cas, ce sont des gens qui ont vu les choses, qui ont probablement vu toutes ces photos de femmes et de filles sur les murs, qui ont peut-être posé des questions ou pas, je ne sais pas. En tout cas, il y avait énormément de gens. Le tout Paris, finalement, allait là-bas. Je crois qu'il n'y a pas de doute. Il y a mais souvent, alors, il me semble qu'en tout cas, c'est ce que dit le majordome dans son audition qu'on a pu consulter, plutôt en petit comité. C'est un homme plutôt de tête à tête, de dîner à 4 ou 6. Il n'a pas organisé de grandes réceptions, a priori, dans ces années parisiennes. Ce qu'il faut dire, peut-être, c'est quand même qu'il y a un effet à double détente, quand même, dans la perquisition de cet antre d'Epstein à Paris. C'est-à-dire qu'il y a les premiers espaces, quand même, qui sont des endroits où Epstein affiche son influence, son entre-gens, ses réseaux, avec à la fois des images de lui aux côtés de Donald Trump, de Woody Allen, d'autres gens célèbres et puissants, enfin, chacun à leur manière, qui ont pu lui servir un peu de cheval de Troie pour approcher toutes sortes de personnalités et éventuellement les attirer chez lui. Donc ça, c'est des gens, c'est un spectacle de sa puissance, quelque part, qu'il affiche pour ses invités peut-être les plus traditionnels, mais aussi peut-être virtuellement, et ça, on ne peut que spéculer là-dessus, sur ses victimes, pour aussi montrer, afficher son impunité, quelque part. Ce qui juste résonne aussi avec ce que tu expliques sur l'attitude de Jeffrey Epstein à Paris, qui arrive en ayant déjà des relations aux États-Unis, qui est déjà un financier très connu. Quasiment, on a l'impression qu'il veut faire de l'esbrouf à Paris. Il y a des effets d'esbrouf. Toutes ces photos, ça sert à épater le visiteur, lui montrer le niveau de relations potentielles de la personne chez qui il va prendre le thé. Donc, et d'ailleurs, les mêmes photos, exactement, figuraient justement dans des espaces analogues dans son appartement parisien, par exemple. Son appartement new-yorkais. Son manoir new-yorkais. C'est ça qui est incroyable, c'est qu'il avait les mêmes clichés dans plusieurs de ses résidences dans le monde. C'est-à-dire que les mêmes photos lui servaient de sésame, ça servait à impressionner le visiteur. Mais de la même façon, derrière, il y a d'autres espaces, peut-être un peu moins ouverts, où figurent pour le coup
des centaines de clichés de très jeunes femmes, de très jeunes filles parfois sans doute, probablement pour certaines d'entre elles mineures, et qui sont des images dont on ne peut pas se raconter qu'elles ont été commandées à un photographe ou découpées dans un magazine. C'est des images personnelles, des images intimes. Et il y a quand même vraisemblablement, il faut être prudent un peu, on ne sait pas qui elle est où dans cet appartement, mais on sait par exemple que son majordome, il le raconte donc dans son audition auprès de la police française, n'avait pas le droit d'entrer dans la même pièce qu'Epstein lorsqu'il s'y trouvait. Il devait systématiquement se signaler. Il dit qu'il a été convoyé sur le jet d'Epstein dans ses différentes demeures, mais par exemple, il n'est jamais entré dans sa chambre ou dans la salle de massage à New York. Il sait qu'elle existait, mais parce qu'il n'était pas... la raison pour laquelle il connaissait ces espaces en France, c'est parce que c'était lui qui faisait son lit, littéralement. Mais voilà, il y avait quand même... On ne peut pas se raconter non plus forcément que... On ne peut pas spéculer sur le fait que toute personne qui a été invitée chez Epstein a vu forcément toutes ces photos qui t'affichent au mur. Oui, c'est pas parce qu'on est invité chez Epstein qu'on va nécessairement dans la salle où il y a la table de massage avec des images horribles. L'image où qui est l'espace quand même qu'on retrouve dans chacune de ces demeures, donc à la fois à Paris, à Palm Beach, sur son île des Caraïbes, à New York, et puis son ranch au Nouveau-Mexique, où un grand nombre des femmes qui l'accusent de les avoir abusées, violées, l'accusent d'avoir commis ces crimes. Voilà. On va juste revenir sur le majordome, parce que c'est une personne importante dans l'affaire Epstein en France. Toi, Laurent, tu as déjà écrit sur ce majordome. Est-ce que tu peux déjà donc nous rappeler qui il est, qu'est-ce qu'il t'a raconté et pourquoi il est aussi important dans cette affaire Epstein en France ? Alors, je l'ai pas rencontré parce que là, pour le moment, il refuse de parler à la presse. On a utilisé les propos qu'il a tenus devant les policiers en 2019, quand il a été entendu. On était les seuls à avoir cette audition, d'ailleurs. Et donc, il s'appelle Walson. Il est brésilien et il travaille depuis Jeffrey Epstein, depuis, je ne sais plus exactement, 2001, pas loin de presque 18 ans, 19 ans, jusqu'au moment où Epstein se fait arrêter. Puis après l'arrestation, d'ailleurs, le personnel de l'appartement reçoit l'instruction de continuer à faire comme si de rien n'était et à travailler au 22 avenue Foch. Et donc, ils ont continué pendant plusieurs semaines. Alors après, je ne sais pas exactement comment ça s'est terminé. Et en tout cas, je pense qu'ils n'y travaillent plus. Mais lui ne parle pas à la presse. Il raconte, par contre, sur cette page, effectivement, quelle était sa vie auprès d'Epstein, comment il avait interdiction d'entrer dans les pièces où Epstein recevait du monde, il devait frapper à la porte. Si personne ne répondait, il devait ne pas insister et tourner et revenir et aller ailleurs. Il raconte des tas de choses sur toutes ses filles. Il parle d'un ballet de jeunes filles, c'est ça ? Un ballet incessant de jeunes filles, et qui effectivement semble être le cas. Lui dit d'après lui, elle n'était pas majeure. Je pense qu'en réalité, qu'elle n'était pas mineure, effectivement. Lapsus. Il veut en réalité se rassurer. Il veut, en disant ça à la police, il tient à montrer qu'il n'était pas le complice, qu'il ne pouvait pas être le complice de son employeur. Après, il ne demandait pas les papiers des unes et des autres quand elles venaient. Je voudrais juste revenir sur quelque chose. On en a beaucoup parlé. L'une des sources de votre enquête, c'est ce rapport de perquisition de 2019 que vous avez donc pu consulter. Ce rapport de perquisition, pourquoi est-ce qu'il existe ? Pourquoi est-ce qu'en 2019, la police se dit « Allez hop, on va aller au 22 avenue Foch, on va ouvrir tout ce qui se passe dedans et comprendre ce qui s'y passe ». À ce moment-là, en fait... Ça fait un moment, on l'a dit, mais le voile se lève quand même à la fois sur les crimes d'Epstein, mais pas seulement d'Epstein, d'un réseau aussi, d'associations qu'il avait, et notamment avec un agent de mannequin avec qui il était en affaires, qui s'appelait Jean-Luc Brunel, qui est une figure du milieu de la mode à Paris depuis plusieurs décennies, et qui a à ce moment-là suspecté de l'avoir lui-même non seulement livré des victimes à Epstein, mais d'avoir violé un certain nombre de femmes. En 2019, lorsque la police française se penche très tardivement sur le cas d'Epstein et de Brunel, il y a, il me semble, 5 victimes en France qui sont identifiées, 4 de Brunel, 1 d'Epstein. Et donc, c'est dans ce cadre-là, en fait, que la police, en fait, française perquisitionne ce logement d'Epstein, qui, à ma connaissance, et je crois que c'est à peu près établi, n'a jamais été vu pour le coup par les forces de l'ordre américaines.
qui ont perquisitionné New York, qui ont perquisitionné son île, qui apparemment sont quand même passés à côté de son ranch pour l'essentiel au Nouveau-Mexique, qui ont perquisitionné Palm Beach aussi, et New York quasi en simultanément à son arrestation en fait, lorsqu'il rentre de Paris début juillet cette année-là en 2019, donc à peu près à peine plus d'un mois en fait avant qu'il soit retrouvé mort dans sa cellule de prison new-yorkaise. Et là, ce qu'on a appris d'ailleurs dans la presse là, ces toutes dernières heures, c'est qu'il y avait quand même tout un système, enfin tout un réseau aussi, encore une fois, de lieux de stockage, de garde-meubles, à la fois aux États-Unis et ailleurs, en fait, où se trouvaient tout un tas de documents, d'affaires, etc., qui sont passés un peu entre les mailles du filet de la police. Mais donc, en septembre 2019, lorsque la police française s'intéresse à Epstein, en fait, le dossier Epstein est quasi clos, en quelque sorte. C'est à Brunel, qui lui mourra lui aussi en prison en 2022, que la France s'intéresse. Voilà, et en fait, il y a eu une enquête qui a été ouverte par le parquet de Paris concernant Jean-Luc Brunel, précisément, et l'enquête, elle a donné lieu à tous les actes d'enquête en général, qui se déroulent à ce moment-là, c'est-à-dire des perquisitions, des auditions, etc. D'où l'audition du majordome, d'où la perquisition du 22 avenue Foch, et un certain nombre de plaintes ont été déposées par des victimes, des auditions ont eu lieu, et ce dossier a été refermé, évidemment, par la mort de Jean-Luc Brunel, qui s'est suicidé en prison en 2022. Il n'y a pas que Jean-Luc Brunel, quand on parle de relations assez proches en France entre Epstein et d'autres personnes. Il n'y a pas que Jean-Luc Brunel. Vous parlez aussi dans l'enquête de Doris Brenner. Et Doris Daniel... Brenner, oui, elle n'était pas... Oui, bien sûr. C'était une femme très connue de chez Dior. C'était la veuve d'un acteur, d'une star du cinéma américain, Yul Brynner, l'acteur des 7 mercenaires, par exemple. Et en fait, cette dame occupait un poste très important chez Dior, et donc c'était une des relations. C'est pas une des personnes les plus proches d'Epstein, mais à un moment, effectivement, il lui demande, comme il demandait à beaucoup de gens, de lui trouver une assistante. Alors, on ne sait pas trop exactement ce que ça donnait, parce que c'est ça le problème de cette documentation immense, colossale que la justice américaine a mise en ligne. On peut trouver des choses, mais parfois on ne trouve pas. On ne sait pas si les questions qui sont posées dans un mail ont trouvé réponse ou pas. Et comme ces gens-là, Madame Brynner, elle est décédée, évidemment Epstein est mort lui aussi. Donc on ne sait pas exactement ce que ça donnait. Mais c'est vrai que Epstein demandait à un certain nombre de gens de lui trouver des assistantes. On ne sait pas si c'était de vraies assistantes, des secrétaires, des collaboratrices, etc. Ou alors si ce mot cachait de potentielles victimes. Et vous parlez également de Daniel Siad, je ne me trompe pas ? Oui, qui est quelqu'un qui travaillait au départ, je pense principalement avec Jean-Luc Brunel, qui avait la casquette de recruteur de mannequins. Voilà. Aujourd'hui, il apparaît de manière de plus en plus criante que ce recrutement de mannequins, qui est quelque chose dont d'ailleurs Epstein s'était lui-même prévalu dans les années 90, lorsqu'il était proche de Les Wexner, le magnat qui est derrière la marque Victoria's Secret. Il se présentait comme quelqu'un qui repérait de potentielles égéries pour la marque, etc. Et c'était pour lui un canal aujourd'hui, on le sait, de prédation de jeunes femmes. Donc cette casquette de recruteur qu'avait Daniel Siad, aujourd'hui, elle est colorée d'une certaine ambivalence, alors qu'il est accusé de viol par au moins une jeune femme qu'il a reconnue comme quelqu'un qu'il avait approché dans le cadre de ces réseaux de recherche de la star de demain pour la mode, pour à l'époque l'agence qu'avait fondée Jean-Luc Brunel. La correspondance, pour le coup, d'Epstein, telle qu'elle s'est dévoilée de manière par ailleurs lacunaire, problématique, ambivalente, à nous via les révélations, enfin les divulgations massives du ministère de la Justice américain, permet d'entrevoir un peu cette triangulation entre Brunel, Epstein et un Daniel Siad, qui à un moment donné parle, en désignant par leur nationalité, des 6 jeunes filles qui vient de livrer, réclame une commission en se montrant menaçant, qui lui a été impayée. Alors on ne sait pas une commission pourquoi exactement, il faut être prudent évidemment, mais c'est pour le coup, Brunel est mort, Epstein est mort, mais Daniel Siad fait partie des personnes qui sont aujourd'hui susceptibles d'être questionnées par la justice.
Je vais prendre une remarque dans le chat qui nous fait un petit peu remonter dans la trame, mais c'est vrai que Soflo 2B se demande est-ce qu'on sait comment Epstein voyage en France? Est-ce qu'il a un visa? Et surtout, est-ce qu'il réside en France la plupart du temps? C'est vrai que c'est un élément qu'on n'a pas trop évoqué, à quel point Jeffrey Epstein vit en France. Alors, je ne sais pas s'il a un visa. C'est vrai qu'on ignore s'il a un visa. Mais au fur et à mesure que le temps a passé, il a passé de plus en plus de semaines, de temps à Paris. Son majordome, je crois, disait qu'au début, il venait une fois tous les 2 mois, une semaine tous les 2 mois. Et puis petit à petit, c'est passé à 2 semaines toutes les 6 semaines ou quelque chose comme ça. Et en fait, il y a un rapport du FBI qu'on a retrouvé dans les documents qui parle de séjours ces dernières années longs de 6 à 23 jours d'affilée. Donc, il pouvait rester jusqu'à 3 semaines sans bouger de Paris, enfin de France en tout cas. Donc, ça montre qu'effectivement, il était effectivement très enraciné, très installé, on le voit dans ses échanges, hein, il passe son temps à visiter des musées, à sortir, à aller dans des dîners, à demander des rendez-vous, à recevoir du monde. Enfin, il n'arrête pas. Hein. Et il y a un autre document dans Epstein Files qui est clair, le rapport qu'il avait à la France et l'Europe, c'est un mail qu'il échange en 2018 avec Steve Bannon, donc qui est le stratège principal presque de l'accession à la Maison-Blanche de Donald Trump 2 ans plus tôt. À ce moment-là, Bannon est quelqu'un qui essaie après avoir justement connu ce succès, donc faut le dire, hein, c'est une figure de la droite ultranationaliste, suprémaciste blanche, aux États-Unis. Et à ce moment-là, après avoir connu ce succès, il cherche à jeter des ponts avec les extrêmes droites européennes. Il donne notamment cette année-là un discours au congrès du Rassemblement national. Il se rapproche de Marine Le Pen, qui rencontre au moins une, sinon je crois 2 fois cette année-là. Et Epstein le conseille, Epstein, en parisien d'adoption, lui explique comment ça marche sur le continent européen et lui dit: si tu veux, et d'ailleurs ça donne lieu au titre de notre enquête dans le journal, si tu veux jouer ici, si tu veux jouer à Paris, en Europe, il faut y passer du temps, il faut non pas rester juste... Ça ne marche pas à distance, il faut rencontrer les gens, il faut revenir 2 semaines plus tard, il faut donner le sentiment que tu t'intéresses à eux, que tu ne vas pas disparaître et les abandonner. Et donc on a le sentiment, quand il conseille Bannon en ces termes aussi, qu'il donne un peu aussi le mode d'emploi, le mode opératoire de sa propre conquête de Paris et du continent européen. Tu fais bien de parler de Steve Bannon parce que c'est vrai que c'est dans votre papier, ces 2 noms américains reviennent. On a donc Steve Bannon et Donald Trump. Dans cet appartement parisien, est-ce qu'il y a des choses qui lient Jeffrey Epstein, du coup, à Donald Trump, d'autres politiciens américains, Steve Bannon, etc., outre cet échange? On l'ignore un petit peu. Il y a la photo sur la console, dans le grand hall d'entrée un peu majestueux. Il y a la photo d'Epstein avec Donald Trump. À part ça, on ne sait pas du tout si Donald Trump est venu chez lui. Julien, toi qui as été à New York, t'en sais peut-être plus. Oui, à Paris, rien ne l'indique plus précisément que ça. Il y a cette mise en scène de la proximité de Trump et Epstein qui passe par cette photo-là. Après, la proximité entre les 2 hommes, elle est connue, elle est documentée. Il y a des déclarations de Trump lui-même qui en attestent au début des années 2000, quand il dit au New York Magazine, je crois que c'est en 2002, qu'Epstein est un type super, très amusant à voir, à fréquenter, que on dit qu'il aime presque autant les femmes que moi, et plutôt du coup genre très jeune, hein, je le cite. Virginia Giuffre, donc on a mentionné, je crois, qui est une des accusatrices les plus identifiées d'Epstein, qu'elle accuse d'en avoir fait son esclave sexuel sur des années. Elle a été recrutée par Epstein, plus précisément par Ghislaine Maxwell, son ex-compagne et complice au domaine de Donald Trump à Palm Beach, qui était voisin du manoir que Epstein avait là-bas, donc dans le sud de la Floride. Il y a de nombreux liens, de nombreux ponts dont les documents aujourd'hui rendus publics attestent encore. Et puis, tout récemment, il y a cette accusation qui est en train de refaire surface aux États-Unis là, ces toutes dernières heures. Il y a une jeune femme qui a été auditionnée à plusieurs reprises par le FBI. Alors, elle est plus si jeune, quand elle est auditionnée, puisque c'est en 2019 principalement. Mais il y a eu 4 auditions successives dans le cadre des investigations sur Epstein, ce qui signifie a priori que le FBI a à ce moment-là jugé son
ces accusations sont témoignages crédibles. Lors la première audition, d'ailleurs, elle n'a pas mentionné le nom de Trump. Mais on sait aujourd'hui que au cours de ces 4 auditions, elle a accusé Epstein de l'avoir non seulement violé, abusé en 1983, mais également de l'avoir jeté à l'époque dans les pattes de Trump, qui l'aurait également abusé sexuellement et physiquement alors qu'elle avait 13 ans. Rien ne permet aujourd'hui de dire avec certitude, évidemment, si ces propos, si ces accusations sont fondées, etc. Mais elles ont été clairement jugées crédibles à l'époque par le FBI. Et pourquoi on en parle seulement maintenant aux États-Unis ? Parce qu'en fait, le travail de journalistes américains, il y a notamment un journaliste indépendant qui s'appelle Roger Sollenberger, mais ensuite a embrayé MS Now, qui est une des grandes chaînes câblées américaines d'information, et puis NPR, qui est la radio publique américaine, qui ont démontré qu'avec les documents qu'on avait, on pouvait attester de l'existence de ces rapports d'audition et que, on le voit avec les numéros de série, ces rapports ont disparu mystérieusement un peu de la masse de documents mis à disposition par le ministère de la Justice américain. Donc la relation Trump-Epstein, elle n'a cessé de refaire surface, de refaire question. On ne sait pas exactement comment est-ce qu'elle s'est terminée, en quels termes et pourquoi, puisque Trump clame depuis maintenant des années qu'il a cessé d'être l'ami d'Epstein, qu'il l'a chassé de son domaine de Mar-a-Lago. Ça paraît pas si clair quand on voit les échanges entre Epstein et Steve Bannon, justement, aujourd'hui. Mais ça ne cessera jamais, je pense, d'être un sujet... c'est un vrai enjeu, d'ailleurs. Un enjeu énorme. C'est l'enjeu des années prochaines pour Donald Trump, maintenant. Si je comprends bien, on en vient aux États-Unis à questionner des potentiels manquements d'administration américaine. Est-ce que... la même question pour arriver en France. Est-ce qu'en France, au vu de sa présence sur le territoire, notamment à Paris, on pourrait en arriver à questionner des manquements d'autorités françaises en termes de moyens d'enquête ou pas ? C'est difficile à dire parce que la justice, elle réagit toujours un peu tardivement, elle est un peu réticente, oui. Après, des vrais manquements, des impasses conscientes et organisé, je pense pas à ce stade en tout cas. Je pense qu'ils font ce qu'ils peuvent et après ils ont peut-être pas saisi tout de suite l'ampleur de l'affaire, du volet français de l'affaire. D'accord. Ça c'est fort possible. Ouais. Et la réaction aujourd'hui du parquet de Paris qui dit qu'il met 5 magistrats sur le coup, qu'il ouvre 2 enquêtes cadres, c'est-à-dire très larges. À la fois, donc, une sur le volet sexuel, l'autre sur le volet financier, montrent qu'ils veulent peut-être rattraper un peu du retard accumulé. Dans le rapport de perquisition que vous avez pu récupérer de votre enquête, est-ce qu'on en apprend plus sur d'autres potentielles victimes ? Est-ce qu'on apprend des choses de cet ordre-là ou pas ? Non, on ne trouve que des objets dans cette perquisition. On trouve évidemment du matériel informatique, des clés USB, des ordinateurs qui ont été analysés aussi à l'intérieur et qui ne donnent rien ou pas grand-chose. La perquisition des 2 voitures dans les sous-sols ne donne rien non plus. Non, c'est difficile à ce stade. La perquisition de l'appartement, elle ne servira pas à trouver de nouvelles victimes. Les nouvelles victimes, d'ailleurs, c'est le parquet de Paris qui leur a demandé de se signaler pour déclencher de nouvelles poursuites éventuellement sur les complices qui restent en vie. Il y a un appel à témoins. Après, la question, c'est qu'est-ce qui s'est passé ces dernières années ? Parce qu'en revanche, donc en effet, le rapport de perquisition ne permet pas du tout de faire la lumière là-dessus. En revanche, les documents qu'on a pu consulter issus des Epstein Files disent, dans le cadre d'échanges, à la faveur d'échanges qu'on peut voir aujourd'hui, qu'on peut lire entre la justice française et la justice fédérale américaine, que d'un côté, les Français avaient identifié certaines victimes de Jean-Luc Brunel et une victime possible d'Epstein. Ils en parlent aux États-Unis aussi parce que c'est une victime qui serait française, mais qui aurait subi en fait l'agression, le viol d'Epstein aux États-Unis. Et puis, en retour, dans ce cadre il y a une demande d'entraide qui est faite par la justice française avec les Américains. Il y a des échanges d'informations. Les Américains, on est en fin 2019, donc encore une fois, l'eau a coulé sous les ponts depuis, il a pu se passer beaucoup de choses. Mais à ce moment-là, les Américains disent qu'ils n'ont pas identifié de faits incriminants qui auraient eu lieu sur le sol français, dans le cadre de leurs investigations à eux, l'enquête américaine, ni de victimes françaises. Ce qui ne veut pas du tout dire. Effectivement, tu as raison, Julien, mais
ils répondent ça sur Jean-Luc Brunel, parce que l'entraide pénale, l'entraide judiciaire, elle est centrée sur Jean-Luc Brunel, qui lui est encore en vie à cette époque, alors que Epstein est mort. Et donc l'enquête, effectivement, qui est menée en France, concerne uniquement, exclusivement, les potentiels crimes de Jean-Luc Brunel. Effectivement, la justice américaine répond qu'elle n'a pas, à ce stade, donc en 2019, de fait à lui reprocher. Mais aujourd'hui, avec le recul, ça serait peut-être différent. Ouais, Brunel qui a résidé longtemps en Floride, faut le préciser. C'est-à-dire qu'il est français, il opère depuis Paris, fait, mais voilà, c'est pour ça aussi qu'il intéresse la justice américaine. Ouais. Alors, on en a parlé au fil de toute cette discussion, mais pour recomprendre tout ça en une question, vous expliquez quand même dans votre enquête que le 22 avenue Foch est central dans le système de prédation de Jeffrey Epstein. Pourquoi ? C'est le centre, le 22 avenue Foch. D'abord, c'est une adresse extrêmement réputée, extrêmement... extrêmement forte. Ça claque dans Paris, quand on dit qu'on habite avenue Foch, à tous ces gens qui sont la crème de la politique, des réseaux économiques, financiers, du showbiz, parce qu'il y a Woody Allen qui est là tout le temps, hein, on a oublié de le dire tout à l'heure, mais il est là en permanence. Là en permanence dans l'appartement ou dans Non, mais il passe régulièrement. Il est très souvent à Paris, Woody Allen, ça c'est connu, mais il va régulièrement chez Epstein, qui est son grand copain. Hein, qui lui prête son jet pour venir à Paris en famille, avec qui ils voyagent ensemble. Ils font des réceptions à Paris ensemble, où ils profitent de la présence de Woody Allen aussi pour rencontrer des gens qui clairement sont des cibles possibles de sa conquête de réseaux d'influence. Donc en fait, il réside avenue Foch, il reçoit beaucoup de monde avenue Foch, donc il étend son influence. Peut-être il commet des crimes, ça on ne sait pas, la justice verra si elle peut déterminer les choses. En tout cas, c'est vraiment un centre névralgique, parce que c'est le centre de Paris, c'est une adresse prestigieuse d'habiter avenue Foch, à 2 pas de l'Arc de Triomphe, et dans la haute société, quand on fait des mondanités comme il fait, quand on voit Jack Lang, et qu'on voit Ariane de Rothschild, et qu'on voit tous ces gens qui sont au top d'institutions, de banques, dans les réseaux français, dans notre société qui est une société très centralisée, très réseauteur, très réseautage, etc. Le fait d'avoir ce duplex de 783 mètres carrés, c'est important, et ça lui permet comme ça d'avoir une image et de présenter une vitrine extrêmement attirante. Et oui, vas-y. Et puis il y a ce qu'on ne peut que spéculer, c'est que Epstein est quelqu'un qui est manifestement sa biographie maintenant telle qu'elle se dévoile le raconte, qui est quelqu'un qui est accro quand même à une forme de consommation, de massage, qui alors on ne sait pas si c'est systématique, mais quand même très fréquemment tourne mal, qui tourne à l'agression sexuelle. Parfois c'est simplement qu'il se masturbe devant une jeune fille qui n'avait rien demandé, parfois ça aboutit à des viols. On ne sait pas aujourd'hui si ça s'est produit avenue Foch, mais la manière dont l'espèce de centralité de la salle de massage, sa mise en scène, son décor, en fait quand même le miroir d'autres salles de massage dans le réseau de demeures d'Epstein. On comprenne bien, juste effectivement, dans la 22 avenue Foch, il y a donc une salle effectivement avec une table de massage. Un décor qu'on retrouve quasi à l'identique à Palm Beach, donc dans son manoir là-bas, à New York, sur son île, et qui sont des lieux où, pour le coup, on sait qu'il y a des accusations innombrables d'agressions et de sexuelles et de viols contre lui, formulées par des femmes de différents âges, mais beaucoup mineures. Je pense qu'il y a une question qui va intéresser les gens qui nous écoutent sur ce type d'enquête spécifiquement, et plus particulièrement sur Jeffrey Epstein. C'est un petit peu sur votre méthode de travail, d'un côté making-of, comment tout ça s'est passé, notamment parce que on s'est posé énormément de questions sur la capacité d'enquête des journalistes face aux millions de documents qui ont été sortis dans les Epstein Files. Pour vous, dans le cadre de cette enquête, comment est-ce que ça s'est passé ? On a fait comme toutes les rédactions du monde entier, on s'est plongé dans cette base du ministère de la Justice qui est mise en ligne et qui est une base très compliquée parce que, alors, en réalité, il y a 1 million, à ce stade, il y a environ 1,4 million de documents. On parle de 3 millions parce que les fichiers se répètent, bref, c'est 1,4 million de documents. Mais la recherche par mots-clés, elle est très compliquée parce que c'est pas une recherche avancée, c'est une recherche simple. Donc, si on cherche le mot Caroline, par exemple, on ne peut pas chercher Caroline Lang,
où on ne peut pas chercher une autre Caroline. Ça renvoie tout de suite vers des milliers de documents. Et donc, la recherche, elle est extrêmement chronophage. Et donc, on s'est mis à plusieurs. On s'est mis à 3 du service. Un autre service du journal a travaillé dessus, le service Check News. Un petit peu le service Monde, dès qu'il s'agit de chercher sur le prince Andrew, par exemple, qui était aussi un grand ami d'Epstein. Voilà. Et donc, on a tiré des fils. On a cherché des noms, on a cherché des mots-clés. Moi, je sais que j'ai passé, par exemple, tout le gouvernement de Nicolas Sarkozy, les noms du gouvernement Sarkozy, je les ai rentrés dans la base pour voir s'ils connaissaient Bernard Kouchner. Donc, on a su qu'il avait fréquenté un tout petit peu Bruno Le Maire à 2-3 reprises. Voilà, et donc, c'est très compliqué parce que si on n'a pas les bons mots-clés, on se perd complètement dans cette base. Et donc, on a passé beaucoup de temps à écarquiller les yeux devant les fichiers, en fait. C'est beaucoup une question d'outils aussi et de navigation, en fait. Et clairement, la justice américaine n'y met pas du sien. Si elle voulait qu'on voit clair dans cette base, elle fournirait ces documents dans d'autres conditions, avec d'autres possibilités d'indexation et de recherche. Il y a des outils, je pense que chaque rédaction développe aussi des manières, des process pour naviguer là-dedans. Il y a un média américain qui s'appelle Dropsite qui a mis à disposition, au début ça ressemblait presque à un gag, une réindexation en fait de tous ces documents sous l'interface Gmail. Et donc ça s'appelle le jmail.world. Et pour le coup, l'outil s'est un peu développé au fur et à mesure des semaines et ça change complètement la lecture qu'on peut avoir des documents. C'est-à-dire que si la première semaine, vous tapiez le mot Élysée, qui est quand même, je pense qu'on est quelques-uns à l'avoir fait, pour savoir si Epstein, qui a passé autant de temps à Paris, a essayé à faire presque le siège des cercles de pouvoir, a essayé de rencontrer Sarkozy, a essayé de rencontrer Hollande, a essayé de rencontrer Macron. A priori, à ce stade, on n'a pas de raison de penser qu'il y est parvenu. Mais donc, si vous tapez ce mot-là, vous tombez sur un mail de Jeffrey Epstein, un de ses, on peut dire, partenaires d'affaires, qu'il conseille à un moment donné, auprès de qui il se vante d'être à l'Élysée avec le ministre des Finances. Et bon, est-ce qu'on est obligé de le croire ? Surtout pas, évidemment. Et il faut que, après quelques semaines, l'interface de Gmail se développe pour qu'on puisse délimiter les choses par date, qu'on puisse regarder tous les mails qu'il a échangés ce jour-là, et puis tous les mails qu'il a échangés la veille, et puis tous les mails qu'il a échangés le lendemain, et en gros, au final de cette semaine-là, pour établir qu'il n'y a que dans cet échange qu'il lui fait référence, ça ne figure jamais à son agenda. Et donc, vraisemblablement, c'est un peu une forfanterie d'Epstein qui n'était sans doute pas ce jour-là à l'Élysée avec le ministre des Finances. Mais tout ça pour dire qu'en fait, la question de la méthodologie, elle est très dépendante aussi des outils dont on dispose et dont on peut se doter et qui sont mis à notre disposition. Et clairement, la justice américaine n'a pas souhaité en faire une masse lisible, mais au contraire, plutôt un peu noyer la zone, pour reprendre pour le coup une expression chère à Steve Bannon. Quand on parle de modules de recherche, de bases de données, tu parles de l'interface Gmail. Il y a d'autres médias qui ont tenté de monter leur propre base de données à partir d'Epstein Files pour pouvoir faire leur recherche. Je vois notamment qu'il y a pas mal de gens, quelques personnes dans le chat qui est-ce qu'il y a un média qui a utilisé l'IA pour essayer de nettoyer des erreurs, pour essayer de récupérer des choses comme ça. Est-ce qu'il y a des initiatives, notamment aux États-Unis, de médias qui sont parvenus à faire ça par rapport à la base de données ? Alors, je ne sais pas exactement si un média a pu le faire ou pas. Le problème étant que beaucoup de documents sont caviardés. Donc, il y a énormément d'informations qui manquent et qui correspondraient éventuellement à des mots-clés. Donc, de toute façon, l'IA, elle ne va pas pouvoir remplacer, je pense, le caviardage. Alors, elle peut imaginer que dans une phrase où il manque plusieurs mots qui ont été barrés de noir par la justice américaine, elle imagine que derrière ces cases noires, on trouve le nom d'une victime, ou on trouve le nom de Jack Lang, ou le nom de on ne sait qui. Mais en réalité, on n'en sait rien. Donc, ça, c'est très compliqué. La base, en plus, il faut avoir plus de 18 ans. Donc, régulièrement, pour la consulter, il faut cliquer sur le « Avez-vous plus de 18 ans ?» etc. Donc, je pense que ce sont des freins à l'utilisation de l'intelligence artificielle. Et d'ailleurs, la base Gmail dont on parlait, qui est mise en place par ce média qui s'appelle Dropsite, elle s'appuie à l'évidence sur l'IA pour à la fois l'indexation et la retranscription intelligente en fait du texte, de ce qui est au départ des PDF, de scan ou des reproductions de mails, voilà. Et donc on le disait, il y a beaucoup de doublons parce qu'il y a à la fois les documents, le dossier judiciaire monté par le FBI, mais aussi il y a plusieurs bureaux du FBI, des fédéraux qui ont travaillé à la fois à New York, en Floride.
Il y a aussi ce qu'à un moment donné, la police new-yorkaise, donc il y a encore une autre juridiction qui a versé ce qu'elle avait. Donc ça aussi ça produit aussi des effets parfois étranges, parce qu'on a un document 3 fois et puis le caviardage n'est pas le même un truc à l'autre. Mais donc ce que je veux dire, c'est que le rôle joué par l'IA là-dedans, ça produit surtout des erreurs en fait. Des fois, on constate qu'il y a des erreurs de date. Quand on revient au document originel, on voit en fait qu'elle transforme un 1 en L, etc. Donc ça ça affiche plus de limites en fait finalement que de fonctionnalités. Avant de se quitter pour cette discussion, je voudrais qu'on fasse un petit point d'actualité. Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est ? Tu nous parlais aux États-Unis de ces questionnements autour de potentiels manquements d'administration américaine. Est-ce qu'aux États-Unis, il y a d'autres actualités autour de l'affaire Epstein qu'il faut évoquer ? Est-ce qu'en France, il y a de nouvelles enquêtes qui sont en cours ? Qu'est-ce qui va se passer ces prochains jours, prochaines semaines, prochains mois sur l'affaire Epstein ? C'est difficile de le prédire. En France, en tout cas, on est très tôt dans cette réouverture. Laurent l'évoquait, cette réouverture d'une ampleur assez spectaculaire, de cette mobilisation de moyens de la justice autour du réexamen à la fois des éléments de l'enquête d'époque et puis des enquêtes d'époque, celles visant Epstein et puis surtout Brunel. Voilà. Et puis maintenant, de cette nouvelle manne de documentation disponible. Juste quand on parle de moyens de grande ampleur, c'est plusieurs magistrats ? C'est 5 magistrats, c'est 2 enquêtes cadres, donc ce qui est très ouvert. Enfin, voilà. Donc l'une sur le volet sexuel, l'autre le volet financier, on l'évoquait. À laquelle il faut rajouter d'ailleurs l'enquête ouverte au parquet national financier concernant spécifiquement les langues. Mais ça, c'est du coup... Et voilà. Et leur affaire commune avec Epstein, sur laquelle Laurent a abondamment écrit et révélé. Mais on peut avoir le sentiment qu'il y a une lenteur, une inertie de la justice française, ou en tout cas de la réaction des institutions françaises en général. Que dire à ce moment-là de ce qui se passe aux États-Unis, qui est au départ quand même l'épicentre de l'affaire Epstein. En Europe, il se passe des choses quand même. Et en effet, on le disait, il y a des enquêtes qui sont ouvertes, il y a des procédures qui sont rouvertes, des réexamens de dossiers, il y a des démissions, Jack Lang à l'Institut du monde arabe, il y a des têtes qui tombent partout sur le continent européen, à vrai dire, et au-delà. Aux États-Unis, pas tant que ça. Il y a eu quelques quand même dominos qui sont tombés dans des agences de mannequins notamment, mais on pourrait... de tête connue, pas du tout de ce profil-là, de cette ampleur-là. Le ministre du Commerce, alors que pourtant, le ministre du Commerce, par exemple, de Donald Trump, c'est quelqu'un qui s'appelle Howard Lutnick, qui était lui aussi un voisin d'Epstein à Palm Beach, a menti clairement, là aujourd'hui c'est factuel, au peuple américain, aux médias. L'automne dernier, lorsqu'il dit « Moi, Epstein », il était interrogé à ce moment-là, je suis entré chez lui une fois en 2005 avec ma femme. On l'a trouvé si répugnant qu'on a décidé qu'on ne voulait plus jamais avoir affaire à lui. Aujourd'hui, les documents qui sont mis à disposition par la justice américaine attestent du fait que non seulement le même Howard Lutnick a été passé en famille Noël sur l'île d'Epstein en 2012, je crois, mais qu'il a fait affaire avec lui pendant des années. Et les échanges l'attestent. Ça ne produit rien, ça ne produit pas de démission, ça ne produit pas d'ouverture d'enquête. Aujourd'hui, aux États-Unis, de toute façon, l'administration Trump est plutôt engagée dans une fuite en avant. Ouais. Elle a décidé que ils avaient fait leur travail de transparence, qui est par ailleurs très discutable, très relatif au regard à la fois du caviardage sélectif, de la manière dont ils n'ont pas préservé l'identité de nombre de victimes, alors que c'était la seule chose à laquelle la loi les tenait, et qui n'ont à l'inverse pas divulgué ou qui sont clairement caviardé d'autres mots, d'autres noms de possibles co-conspirateurs, complices d'Epstein. Mais ça va être un enjeu majeur de la campagne, du débat en tout cas dans la campagne qui mène aux élections de mi-mandat qui se tiendront en novembre prochain. Et si le Parti démocrate, comme il semble plutôt bien parti pour le faire, reprend le contrôle de la Chambre des représentants, on peut s'attendre à ce qu'il y ait des enquêtes parlementaires, des commissions incessantes sur le sujet qui se tiennent au Congrès américain à partir de là.